Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde ce soir à une autre présentation de Accès spécial. C'est une ressource en sclérose en plaques. Alors, Accès spécial, ça veut dire SP pour sclérose en plaques, E pour éducation, C pour communication, I pour information, A pour accessibilité en ligne. Alors, c'est ça. Alors, c'est la suivante. Avant de commencer, je vais vous faire une petite introduction par rapport aux conférences accès. Alors, c'est ça, on a certaines limitations, alors je vais vous les lire. Alors, Accès spécial est né, on est un groupe de 4 infirmières spécialisées en sclérose en plaques. On a parti de cette entreprise indépendante-là pour justement prodiguer de l'enseignement, de l'éducation, de la communication, de l'information au niveau de la sclérose en plaques. Et on voulait le faire en ligne étant donné, ça a commencé avec la pandémie, alors ça faisait plein de sens de faire ça. Aussi, veuillez prendre note que les propos des conférences seront basés sur l'expérience clinique des infirmières d'accès spécial. Nous désirons porter à votre attention que la plateforme utilisée est publique. Par conséquent, ce que vous écrirez le deviendra. De plus, par souci de confidentialité, aucune consultation privée ne sera réalisée, ainsi qu'aucune question relative à votre dossier médical ou d'ordre personnel ne seront répondues. Alors, suivant. Nous vous demandons donc de vous référer à votre clinique de suivi, votre neurologue traitant ou encore à votre programme de soins si vous en avez un, si vous désirez discuter de votre situation personnelle. Pour ce qui est des médicaments, nous parlerons de classes plutôt que de médicaments spécifiques, c'est-à-dire qu'on nommera pas les noms de médicaments, mais on va nommer les classes. Nous vous demandons à nouveau si vous présentez des effets secondaires ou des soucis en ce qui concerne la médication que vous prenez actuellement, de vous référer à votre équipe traitante ou au programme de soutien téléphonique correspondant à votre traitement. Ceci est par souci de confidentialité et par éthique professionnelle en relation avec les règles de l'Ordre des infirmières du Québec et la loi sur les aliments et drogues. Alors, merci à tous d'être présents ce soir et de nous permettre de vous rejoindre virtuellement afin de mieux faire connaître et comprendre ce qui entoure la sclérose en plaques. Alors, suivant. Alors, ce soir, le sujet dont on va parler, ça va être la spasticité, un symptôme de SP méconnu. Alors, c'est vrai que c'est méconnu. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent à travers le continuum de leur maladie. Et puis, c'est ça, on va parler de ça ce soir. Alors, suivante. OK. Le plan de la présentation, ça va être la définition de la spasticité. On va commencer par définir la spasticité, c'est quoi? On va parler de prévalence, c'est-à-dire de la spasticité en sclérose en plaques. On va parler de la manifestation de la spasticité, de la physiopathologie, l'impact de la spasticité sur la vie quotidienne, l'évaluation de la spasticité et le traitement de la spasticité. Et il y aura une conclusion à la fin. Et aussi, on a une période de questions à la fin de la présentation pour que vous ayez la chance de poser des questions si vous voulez. Et aussi, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Il y a Nathalie, Isabelle et José qui vont répondre en simultané là, au chat si vous avez une question. Mais on se garde une période à la fin pour répondre aux questions. Alors, suivante. OK, la spasticité, c'est quoi? La définition, c'est des raideurs musculaires involontaires. Ça se retrouve au niveau des muscles qui présentent un déficit moteur. Et aussi, ça se présente, il y a une grande variabilité dans le temps, l'intensité et la fréquence quand la spasticité se présente. Alors, à la prochaine. OK. Là, j'ai un petit peu de misère parce que là, j'ai une partie de mon texte qui ne paraît pas. OK. La spasticité, c'est quoi? Alors, ça se présente comme des raideurs, des mouvements limités par la raideur musculaire, des spasmes, des tremblements, du clonus. Du clonus, c'est quoi? C'est comme des tremblements involontaires qui se déclenchent là, subitement. Je vais vous montrer, il y a des images un petit peu plus loin là, dans la présentation. Ça se présente aussi avec des tensions musculaires, perte de contrôle des mouvements et douleurs. Ça se présente aussi avec des douleurs aux muscles lors des mouvements. Alors, suivant.
OK. La prévalence de la spasticité en sclérose en plaques, c'est environ 60 à 80 des personnes atteintes de sclérose en plaques vont expérimenter à un moment ou à un autre dans le courant de la maladie de la spasticité. Alors, les images que je vous présente, c'est un peu des... comme la première image, on voit le pied qui est tendu. Alors, souvent, ils vont aller déclencher des fois des clonus ou ils vont aller mesurer aussi la tension et la force musculaire aussi avec cette prise-là. La deuxième image, c'est une image de clonus. On voit que le neurologue ou la personne qui fait l'examen pousse sur la plante du pied. Et en relâchant la plante du pied, les tremblements se déclenchent. Alors, c'est ça du clonus, habituellement, là, comment ça se présente. Il y a aussi de la spasticité au niveau des mains. Alors, ça fait comme des mains qui sont crispées. Ça arrive des fois, il y en a qui ont ce problème-là au courant là, de la maladie, dépendamment là où il y a eu des atteintes au niveau neurologique. Alors, suivant. La manifestation de la spasticité, alors il y a des crampes ou des contractures musculaires. Il peut y avoir du clonus, des tremblements. Il peut y avoir de l'hypertonie, c'est-à-dire de la raideur, et puis il peut y avoir des spasmes aussi. Alors, suivant. La manifestation de la spasticité, ça se présente plus fréquemment dans les membres inférieurs, c'est-à-dire dans les jambes, et un petit peu moins fréquemment dans les membres supérieurs, mais c'est encore possible. Alors, suivant. La manifestation de la spasticité, ça implique le plus souvent les muscles extenseurs des jambes, les muscles abducteurs des hanches, les muscles des mollets, les muscles extenseurs et flexion des bras et les muscles des mains. En général, c'est habituellement les muscles qui sont le plus fréquemment atteints par la spasticité. Suivant. La spasticité est responsable principalement de la gêne au mouvement, de la difficulté à la marche, de la flexibilité des mouvements et de la fluidité des mouvements. Alors, suivant. Normalement, les mouvements sont produits grâce à des messages qui sont transmis au cerveau et aux muscles par les nerfs. Avec la sclérose en plaques, la spasticité se développe à cause de lésions formées dans le système nerveux au cours du développement de la maladie. Les structures du système nerveux impliquées dans la spasticité sont les motoneurones supérieurs, c'est-à-dire qui se logent dans le cerveau et le cortex moteur. J'ai des images un petit peu plus loin. Et les motoneurones inférieurs, c'est-à-dire le tronc cérébral et la moelle épinière, et évidemment l'arc réflexe, c'est-à-dire les muscles, la moelle épinière et le cerveau. Alors, au niveau de la physiopathologie, on a quelques images ici. On voit les motoneurones, c'est-à-dire dans l'image qui va être à gauche. C'est la pathophysiologie de la spasticité, c'est-à-dire les motoneurones supérieurs ils forment comme une bande dans le cerveau et ils vont transmettre des messages pour faire bouger les muscles. Alors, s'il y a des lésions dans le parcours ou au niveau des nerfs qui se rendent aux muscles, alors c'est sûr qu'à un moment donné, il va avoir à un moment donné de la spasticité. C'est possible. Ici, l'autre image à côté, c'est-à-dire l'image de droite, on voit une cellule nerveuse qui est reliée aux muscles. C'est vraiment le signal qui passe dans la cellule nerveuse et qui va transmettre aux muscles de bouger, alors de faire des mouvements. Alors, suivant. Alors ici, j'ai fait un petit graphique et j'ai mis des lésions, c'est-à-dire s'il y a des lésions au niveau du cerveau, dans les motoneurones supérieurs et dans le cortex moteur, à ce moment-là, la transmission nerveuse peut être interrompue et provoquée par la suite de la spasticité. Si on descend un petit peu plus bas, c'est-à-dire les motoneurones inférieurs dans le tronc cérébral et la moelle épinière, alors là aussi, s'il y a des lésions, le signal électrique qui passe dans les nerfs va être interrompu et peut provoquer éventuellement de la spasticité aussi. Aussi, si on a d'autres lésions, mettons, au niveau de l'arc réflexe, c'est-à-dire qui vont transmettre les messages aux muscles, à la moelle épinière et au cerveau, là, à ce moment-là aussi, on peut avoir des problèmes de spasticité éventuellement. Là, je vais mettre, si vous voyez le cerveau en haut, il y a une bande qui est mauve. Ça, c'est les motoneurones supérieurs. C'est de ça que je parlais tantôt. Alors, les motoneurones supérieurs, c'est souvent les neurones qui sont responsables de certains mouvements.
Alors ici, à côté, on voit aussi comment que les motoneurones sont distribués, c'est-à-dire pour faire bouger la langue, on voit la main. Fait que c'est ça, ce motoneurone-là, c'est comme une map mettons, du corps ou des membres qui peuvent bouger. Alors c'est ça, c'est à partir de là souvent que les messages vont partir pour provoquer des mouvements. Alors, suivant. Les impacts positifs de la spasticité, parce qu'il y en a. Il y a toujours du positif quand il y a du négatif. Alors, on va commencer par le positif. Quand il y a de la spasticité, c'est sûr que ça aide au transfert. Ça garde les jambes droites en position debout. Ça améliore la circulation sanguine. Ça réduit les risques de formation de caillots et de phlébites. Ça limite l'édème. Et aussi, ça prévient l'ostéoporose. Alors, suivant. Maintenant, on va passer aux impacts négatifs de la spasticité. Ça peut favoriser des contractures permanentes, ça peut amener des troubles de la marche, ça peut diminuer la mobilité, ça peut augmenter les risques de chute, ça peut amener des difficultés pour réaliser les activités de vie quotidienne, c'est-à-dire s'habiller, se laver, manger, etc. Ça peut modifier la perception de l'image corporelle, ça peut provoquer de l'apparition de douleurs, ça peut amener de l'insomnie et des troubles du sommeil, surtout quand il y a du clonus et qu'il y a des tremblements et même des spasmes. Ça peut augmenter le risque de développer des plaies de pression. Alors, suivante. Comment on fait l'évaluation? L'évaluation des facteurs physiologiques qui peuvent aggraver la spasticité. Parce qu'il y a certains facteurs physiologiques qui peuvent aggraver la présence de spasticité. On parle de lésions de la peau, c'est-à-dire s'il y a des ongles incarnés, s'il y a des ulcères au niveau de la peau, s'il y a des plaies, surtout au niveau des pieds et des jambes. Si on a des infections urinaires, ça peut aggraver la spasticité. Si on a des infections ORL, c'est-à-dire oreille, nez et gorge, si on a des infections à ce niveau-là, si on fait de la fièvre, si on a des expositions à des températures extrêmes, c'est-à-dire chaud et froid, si on a de la constipation, si on a des menstruations et des cycles menstruels qui peuvent être soit abondants, soit douloureux, ça peut augmenter la spasticité. La fatigue, ça peut augmenter aussi la spasticité. Le ralentissement matinal aussi, ça peut augmenter la spasticité, mais souvent, c'est l'œuf et la poule, c'est-à-dire c'est-tu la spasticité qui nous rend lent le matin ou c'est le ralentissement matinal qui donne la spasticité. Ça reste à voir. Il y a les émotions, le stress, l'anxiété et les sentiments d'insécurité. Ça peut faire augmenter la spasticité. Et finalement, l'excitation sexuelle. Et oui. Alors, ça peut faire augmenter aussi la spasticité. Alors, suivant. Quand on va pour l'évaluation de la spasticité, je vous ai donné une petite liste, ce que vous devez fournir pour l'évaluation. C'est-à-dire une bonne histoire médicale. Il faut rapporter aussi toutes les comorbidités, c'est-à-dire tous les autres problèmes de santé que vous pouvez avoir. Le moment et les circonstances de l'apparition de la spasticité, les postures qui peuvent stimuler la spasticité aussi. Décrire les symptômes de la spasticité le mieux possible pour que le neurologue puisse avoir une meilleure idée de comment traiter. La liste des médicaments actuels, des produits naturels et non prescrits. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments, des fois, qui peuvent rentrer en interaction avec les médicaments que le neurologue ou le médecin peut prescrire. La consultation de divers professionnels en lien avec la spasticité ou la SP. Divers appareils utilisés pour la spasticité, c'est-à-dire les TENS machines, le Whole Body Vibration. Ça, c'est des machines qui existent, qui peuvent essayer de diminuer la spasticité. Les orthèses utilisées, c'est-à-dire les orthèses tibiales, peuvent améliorer la démarche, mais des fois, ça peut arriver aussi que, bon, faut mentionner que vous en utilisez. Alors, suivante. Alors, les tests, c'est les échelles d'évaluation de la spasticité. Habituellement, ce que le neurologue va faire, il va faire le test du 25 pieds, c'est-à-dire la marche de 25 pieds chronométrée. Il va vous faire marcher 25 pieds et il va mesurer le temps. Il peut aussi faire la distance de marche de 6 minutes. Puis, il y a un autre test, mais beaucoup moins utilisé. Là, ça, c'est souvent utilisé plus comme les gens qui ont le Parkinson, mais c'est de voir votre temps, comment vous prenez de temps pour vous lever et commencer à marcher.
Alors, mais ce n'est pas un test qui est spécifique à la spasticité, mais des fois, ça peut arriver qu'ils vont l'utiliser. Et il y a l'échelle d'Ashworth qui, ça, est vraiment une spécificité pour l'évaluation de la spasticité. Alors, on a l'échelle plus loin. Alors, l'échelle d'Ashworth, à 0, c'est absence de space. À 1, c'est space induit par la stimulation sensorielle ou mobilisation passive. 2, c'est les spaces spontanés occasionnels. 3, c'est 1 à 10 spaces spontanés par heure. Et ensuite, je pense que c'est un 4, il a été mal imprimé. Plus de 10 spaces spontanés par heure. Alors, suivant. Alors, les traitements de la spasticité, comment qu'on va traiter? Alors, souvent, les traitements vont être des traitements médicaux oraux, c'est-à-dire des comprimés. Alors, on va traiter avec des relaxants musculaires GABAergiques, les relaxants musculaires agonistes alpha-2 adrénergiques centraux et les antispasmodiques d'action périphérique. Les relaxants musculaires demandent une titration. C'est quoi une titration? C'est-à-dire que le médecin va prescrire des petites doses au début qui vont commencer à augmenter avec les jours afin de trouver la dose adéquate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dose réellement adéquate pour tout le monde. Il faut trouver la bonne dose pour avoir le maximum d'effets bénéfiques puis d'avoir le minimum d'effets secondaires. C'est-à-dire l'effet des relaxants musculaires doit favoriser les mouvements tout en évitant de produire l'effet jello sur les muscles. C'est-à-dire, si on donne trop de médicaments, les muscles vont finir par être faibles. C'est ça qu'on appelle des jambes jello. C'est pour ça que je vous ai mis la photo. Et l'équilibre entre la spasticité et la fluidité des mouvements doit être recherché. C'est-à-dire qu'il faut trouver la dose optimale pour diminuer la spasticité et limiter les effets secondaires, c'est-à-dire d'avoir des jambes qui sont trop faibles. Alors, c'est ça, suivante. Alors, il existe aussi d'autres traitements, c'est-à-dire par injection de relaxant musculaire par pompe intratécale GABAergique. La durée des pompes est de 5 à 7 ans et le remplissage se fait de 3 à 6 mois. Alors, je vais donner la parole à Josée parce que Josée, elle a travaillé beaucoup au CHUM à remplir elle s'occupait des pompes principalement, elle les remplissait en tout cas. Fait que je vais lui laisser la parole pour quelques minutes. Bon, bien, merci Judith. C'est ça, ce que Judith vous expliquait par rapport à la pompe à baclofen. Avant de décider d'installer une pompe, on va quand même tenter plusieurs médicaments et souvent, on va faire une combinaison. Et lorsqu'on a atteint la dose maximum et que ça ne fonctionne pas, mais avant d'installer la pompe, ce qu'on va faire, est-ce que tu as des diapos là-dessus pour la ponction lombaire ou je vais comme ça? Je me souviens tu y vas comme ça, j'en ai pas. Parfait. Fait qu'avant de décider d'installer une pompe, c'est quand même une chirurgie qui est faite sous anesthésie locale. Ce qu'on va faire, pas moi, mais le neurologue, ce qu'il faisait, c'est qu'on faisait une ponction lombaire et on allait administrer une toute petite dose de baclofen par voie intratécale, donc au niveau L4, L5, au niveau lombaire. Puis la journée du test, ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait à la personne qui prenait des antispasmodiques de rien prendre. Puis habituellement, quand la personne répondait bien, après 45 minutes à 1 heure, il y avait un relâchement complet. Même des fois, les jambes étaient trop molles. Mais on sait qu'à cause, comme c'est comme un push, un bolus de médicaments, c'était normal. Et quand la personne répondait bien, mais là, ce qu'on faisait, c'est qu'on référait la personne à un neuro. Nous, au CHUM, c'était Dr. Fournier-Gosselin, une neurochirurgienne. Et la pompe, d'habitude, est implantée dans la cavité abdominale. Il y a une petite poche, puis c'est cousu. Puis la neurochirurgienne installe la pompe. Puis le cathéter, il est vraiment dans la moelle épinière, au niveau, comme je vous disais tantôt, L4, L5. Et quand on remplit la pompe, vous voyez, il y a comme un tout petit orifice au centre de la pompe. Bien, il y a un kit de remplissage, puis il y a comme une espèce de guide. Puis là, on essaie d'y aller du mieux possible, mais des fois, ça ne fonctionne pas toujours parce que les gens ne veulent pas la pompe n'est pas fixée fermement sur l'abdomen. Fait qu'on va vider l'ancien liquide et on va remplir et on peut calibrer le dose. Il y a différentes concentrations, mais on peut décider de quelle quantité la personne va recevoir de façon quotidienne. Et le gros avantage de la pompe à baclofen, c'est que la dose reçue est 100 fois moins forte. Puis comme ça s'en va dans le liquide céphalorachidien, mais la personne en a tout le temps. Ça, c'est le gros avantage. Et habituellement, là, on va demander à la personne s'il y a un côté que la personne se couche. La personne a plus tendance à coucher sur le côté droit. On va installer la pompe du côté gauche. Et c'est sûr que c'est important, ça a l'air niaiseux ce que je vous dis, mais
faut vraiment mentionner, quand les gens ont une pompe, ça fait comme une petite rondelle de hockey qui sort au niveau de l'abdomen. C'est sûr que si la personne a un surplus de poids, on ne voit pas la pompe du tout, d'où ça devient un défi pour remplir. Mais si la personne est extrêmement mince, on voit le petit renflement. Il ne faut surtout pas se servir de ça pour transférer la personne, là, pour se servir d'un appui, parce que le petit embout peut se déconnecter. Ici, là, il y a un repli au niveau du cathéter. Ce que ça peut faire, c'est que là, la personne ne reçoit plus de baclofen. Moi, j'avais une patiente, son cathéter était très mince, son cathéter était trop long, puis quand elle se couchait sur le côté, ça arrêtait, puis elle passait son temps à réajuster jusqu'à temps que la chirurgienne revise la technique, puis elle a raccourci sa cathéter, puis on a réussi à régler le problème. Là, il y a toujours un risque d'infection quand on se fait installer une pompe, mais le gros avantage, c'est que souvent, c'est des gens qui ont tellement de spasticité sévère. Moi, j'avais une patiente, elle me disait, j'ai mon système antiviol personnel parce qu'elle avait les jambes complètement croisées. Fait que pour faire l'hygiène, c'est vraiment pas facile. Avec ça, on diminue les douleurs, on contrôle mieux les urines. C'est sûr que ça peut provoquer un petit peu de constipation. Puis il faut vraiment bien surveiller pour éviter les surdosages. Puis comme Judith le mentionnait, ça dure à peu près 5 à 7 ans parce que c'est une petite batterie qu'il y a dedans, un petit microprocesseur. Parce qu'au bout de 5 à 7 ans, ce que la neurochirurgienne fait, si le cathéter est encore bon, on garde le cathéter et on fait seulement remplacer la pompe. OK. C'est bon. Il n'y a rien de tel que de l'expérience. Je ferme mon micro et mon caméra. Non, c'est bon, mais non, c'est ça. Mais j'avais juste une question, Josée, si tu peux ouvrir ton micro. La pompe, comme telle, n'est pas à l'intérieur de l'abdomen, elle est vraiment sur l'abdomen. Non, elle est dans l'abdomen. Elle est dans l'abdomen, OK. Ouais, c'est comme un porte-carte, finalement. Oui, comme un porte-carte, mais peut-être, c'est ça, comme c'est un peu plus gros, puis elle est retenue, il y a une petite poche en tissu, puis la chirurgienne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait juste coudre un peu, fait que c'est sûr que ça bouge un peu. Il faut que ça bouge un peu, mais c'est quand même assez solide. Puis le cathéter, mais c'est ça, on le voit très bien, ton image est belle, là. On voit que le petit bout ici, ça, c'est le cathéter, puis c'est le microprocesseur qui envoie le médicament qui circule pendant 24 heures. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette fameuse pompe-là, on peut mélanger d'autres médicaments comme pour la douleur. Souvent, il y a des accidentés de la route qui ont eu des traumas à la moelle épinière et souvent, on peut mélanger. Quand c'est des médicaments mélangés, l'infirmière n'a pas le droit de faire les remplissages. C'est l'anesthésiste à la clinique de la douleur qui fait ça, mais c'est une possibilité. Ah, OK. Ben, c'est bon à savoir. Merci beaucoup. De rien. Alors, on va continuer à la prochaine. Alors, il y a d'autres traitements, c'est sûr, pour la spasticité. Il y a des gens qui utilisent du cannabis, des cannabinoïdes. Alors, c'est ça. Pour certaines personnes, ça marche bien. Pour d'autres, ça marche un peu moins bien. Alors, mais c'est toujours une possibilité, là, le cannabis. Il y a aussi les injections de toxines botuliniques. Ça, les injections de toxines botuliniques, moi, j'ai travaillé avec un neurologue qui en faisait pour la spasticité. Ça marche. Des fois, ça ne marche pas nécessairement tout de suite aux premières injections, mais à force d'en avoir, il y a comme un effet cumulatif avec les années. Là, mais en tout cas, ce n'est pas nécessairement documenté, mais c'est ce qu'on a observé là, avec les patients qui avaient de la spasticité. Puis, les injections se font dans plusieurs muscles, c'est-à-dire que le neurologue va sélectionner les muscles pour diminuer l'effet de spasticité. Puis aussi, les injections, ça doit se faire aux 3 mois parce que le Botox, c'est efficace pendant une durée de 3 mois et au bout de 3 mois, l'effet s'estompe et diminue et il disparaît complètement. Alors, c'est à répéter à tous les 3 mois. Les traitements non pharmacologiques, c'est sûr, il y a la physiothérapie, les programmes d'exercice structurés, les étirements musculaires. Je vous ai mis un petit lien aussi là, pour certains exercices. La stimulation magnétique transcrânienne, les thérapies électromagnétiques, la stimulation électroneuronale transcutanée. Il y a la vibration, il appelle ça le whole body vibration, et aussi la relaxation. Alors, c'est toutes des avenues qui peuvent servir de traitement pour la spasticité. Alors, suivante. Alors, pour les professionnels à consulter pour la spasticité, on parle du médecin de famille, des infirmières en clinique de sclérose en plaques, le neurologue, l'ergothérapeute, le physiothérapeute, le kinésiologue, qui peut donner des exercices spécifiques pour diminuer les effets de la spasticité.
La massothérapie, le psychologue aussi, ça peut aider pour contrôler le stress, l'anxiété. Aussi, d'autres professionnels en médecine alternative. Alors, on parle des naturopathes là, et compagnie. Là, des fois, ça peut aider. Là. Il y a des gens, quand tu ne trouves pas de réponse au niveau de la médecine traditionnelle, des fois, se tournent vers la médecine alternative. Des fois, ça peut donner des bons résultats. Alors, c'est ça. Alors, la conclusion. Alors, en conclusion, les conseils pratiques à la maison pour prendre soin de la spasticité, on parle des exercices musculaires, c'est-à-dire des auto-étirements 2 fois par jour, c'est-à-dire le matin et le soir, ou vers l'heure du souper, c'est comme vous voulez. L'hygiène et prendre soin de sa peau, c'est-à-dire pour éviter les ongles incarnés, éviter les problèmes au niveau des pieds, c'est-à-dire les plaies de pression, en tout cas tout ce qui peut causer des plaies. Les positions assises et couchées pour avoir un bon alignement. La mobilisation des membres inférieurs et supérieurs régulièrement. Les exercices réguliers, c'est-à-dire se trouver un exercice qui est plaisant, c'est-à-dire soit de l'aquaforme, soit de la marche, si c'est encore facile avec la spasticité. Puis d'autres exercices qui peuvent être plaisants pour vous. Alors, évitez aussi les températures extrême chaud, extrême froid. Ça peut provoquer de la spasticité. Éviter les vêtements trop serrés, c'est-à-dire des ceintures, tout ce qui peut être serré, là, qui peut provoquer des fois un manque de circulation, puis aussi augmenter la spasticité. Alors, éviter les vêtements trop serrés. La relaxation, les respirations abdominales et écouter son corps et ses réactions. Alors, c'est ça. Alors, c'est la conclusion de la présentation ce soir. Alors, on va procéder à la séance de questions, s'il y en a qui en ont. Puis pour le chat aussi, là, les questions qui sont apparues. Justement, Judith, par rapport aux vêtements trop serrés, tout ça, puis Oui. les étirements, je pense que les gens sous-estiment l'importance de l'étirement. Les gens qui ont des spasmes, c'est vraiment important de prendre le temps le matin avant de vous lever, de faire des exercices d'étirement. Puis les gens qui sont plus atteints puis qui portent des culottes d'incontinence, mais ça a l'air de rien, mais si votre culotte est trop serrée, vous pouvez avoir des spasmes. Puis un autre problème, c'est que si vous êtes constipé, votre spasticité va augmenter. Et il y a des gens qui sont atteints de la forme progressive primaire, qui ne font pas de poussée, puis qui, à un moment donné, appellent à la clinique, disent « Ah, je pense que je fais une poussée parce que ça fait 2-3 jours que j'ai plus de difficultés à marcher, j'ai plus de spasmes. » C'est important de vérifier s'il n'y a pas d'infection urinaire. Et moi, j'avais un patient qui, l'ergothérapeute, était tellement bonne quand elle allait à domicile. Dès qu'il y avait plus de spasticité, elle appelait. On envoyait une infirmière faire une analyse culture d'urine, traitait l'infection, puis la spasticité revenait à la normale. Fait qu'avant d'augmenter les doses de médicaments, c'est important de s'assurer qu'on a éliminé toutes les autres causes qui peuvent causer de la spasticité. Ça, c'est important. Puis comme Judith le disait, avant de recourir à la médication, on peut essayer plein de trucs. La relaxation, la méditation, les étirements. Quand la spasticité devient importante, là, c'est important peut-être de vraiment consulter puis que le médecin vous conseille. Puis c'est vraiment essai-erreur. Hein? On combine, souvent, on est obligé de combiner, mais on commence à des très petites doses et on y va vraiment lentement. Parce que, comme je disais, l'effet de jello, là, le but, c'est pas de vous rendre les jambes trop molles. Ça, c'est vraiment important. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, moi aussi, là, chez les gens, c'est que ceux qui font des poussées, souvent, ben, au départ, des fois, ils vont avoir, bon, c'est de la faiblesse au niveau des jambes. Puis si la récupération de la myéline avec le temps, je veux dire, après la poussée, n'est pas complète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un recouvrement complet je veux dire, de la poussée, là, des effets, ça va souvent se transmettre, de la faiblesse va passer à la spasticité après. Fait que c'est ça, des fois, ça arrive, des fois, il y a des gens qui disent « Hey, là, je sais pas, j'avais les jambes faibles avant, quand j'ai eu ma poussée, mais là, c'est rendu, c'est comme plein de spasmes, c'est raide. » Fait que c'est ça, c'est des symptômes qui sont... Des fois, ils prennent du temps. La spasticité, ça prend du temps, des fois, à s'installer après, soit après une poussée en général. Fait que c'est comme... C'est un peu insidieux, ce symptôme-là aussi. Alors, y a-t-il des questions? Quelqu'un qui demande est-ce que la spasticité peut survenir à d'autres régions du corps, exemple au niveau du cou ou seulement aux membres inférieurs et supérieurs?
Le coût, oui, j'ai déjà vu de la spasticité, mais pas tellement. Moi, j'en ai pas tellement vu en sclérose en plaques. C'est plutôt dans d'autres maladies neurologiques, là. Je sais pas, José, en as-tu vu, toi? Non, dans le cou, moi, j'ai très rarement, vraiment Ouais. rarement vu ça. Mais ce qu'on voit des fois aussi, ça peut être le bras, je le fais comme ça, là, la main crochie comme ça. La personne, là, elle vient, là, ça fait vraiment comme le bras tordu. Puis ça devient, les spasmes deviennent douloureux. Des fois, c'est tellement raide, on essaie de déplier la jambe. Ouais. Puis c'est impossible. Mais le cou, c'est connu, mais c'est pas fréquent. Je vous dirais que c'est pas fréquent. C'est plus C'est pas des fréquent. spasmes. Des fois, ça va être plus une raideur que les gens vont avoir, mais de la spasticité en tant que telle, c'est moins ça, là. Moi, j'ai plus vu ça avec les gens qui souffrent de Parkinson, là, au niveau du cou. Mais en sclérose en plaques, j'ai moins vu ça. Je ne sais pas, Nathalie et Isabelle, s'ils en ont vu. Alors, y avait-tu d'autres questions? Il y a une autre question, c'est écrit, si l'infection urinaire revient à répétition, est-ce qu'il faut traiter avec la médication spasticité? Non, il faut traiter l'infection urinaire. Oui, traiter ça, c'est l'infection. vraiment important, là, parce que la spasticité n'enlèvera pas les infections urinaires. Mais souvent, les gens qui ont déjà de la spasticité, lorsqu'ils font une infection urinaire, les symptômes vont être vraiment aggravés, parfois de façon vraiment significative. Fait qu'avant d'augmenter la médication, il faut vraiment éliminer la source comme l'infection ou la fièvre ou peu importe, là. Ouais. Ça peut être d'autres infections aussi, ça peut être des pneumonies, ça peut être n'importe quelle infection qui peut provoquer, augmenter les symptômes de spasticité. Alors, il faut vraiment traiter les infections avant, puis après, là, on voit un coup que l'infection est stabilisée. Là, souvent, il faut attendre au moins un 7 jours après une prise d'antibiotiques, parce que souvent, les antibiotiques vont faire encore effet. La personne qui dit que les infections reviennent, dans la conférence du mois de décembre, on va parler un petit peu des troubles urinaires. On va vous donner des trucs puis des conseils justement pour vous aider à réduire le nombre d'infections urinaires. Il y a une question aussi pour toi, Judith, qui connaît le Botox. À quel moment suggérez-vous le Botox? Souvent, ils vont donner du Botox quand la spasticité va vraiment être incommodante, là. C'est-à-dire que, mettons, les soins d'hygiène sont moins faciles à faire, comme au niveau des jambes. Quand les gens se retrouvent avec les jambes croisées, là, puis que c'est difficile, là, souvent, ils vont aller donner là, du Botox au niveau des jambes pour diminuer là, les espaces. Aussi pour les mains, moi j'en ai souvent vu, c'est un peu douloureux. Moi, juste voir les injections dans les mains, là, moi je trouvais ça douloureux. Là. Mais souvent, on pourrait être capable d'ouvrir plus les mains, les doigts, souvent quand ils ont des mains comme en crochet, là, souvent ça va être indiqué. Les bras aussi, souvent là, quand les gens ont de la misère à lever les bras, là, ça va vraiment être plus, je pense, au niveau de l'hygiène. Ouais. Moi, de ce que j'ai vu en clinique, c'est on essaie d'abord la médication orale, une combinaison de médicaments aussi, puis c'est graduel, ça peut être long, c'est vraiment très individuel à chaque personne, puis c'est essai-erreur un peu, là, justement comme tu expliquais, il faut essayer de maximiser les effets positifs tout en gardant le moins d'effets secondaires possible. Quand on a un neurologue qui est vraiment bien habilité avec le Botox, souvent on a des bons résultats lorsque la médication n'est pas suffisante. Donc, ça dépend des régions, mais c'est toujours possible de faire un essai là, avec le Botox quand la médication n'est pas suffisante. Là. Mais si je peux me permettre, la problématique avec il y a de l'écho. De l'écho. La problématique avec le Botox, c'est qu'on ne peut pas, si les gens, on peut en injecter un nombre maximum. Fait que s'il y a un trop gros groupe de muscles à injecter ou si la personne a la spécificité membre inférieur, membre supérieur, partout, tu ne peux pas donner 42, 50. À un moment donné, il y a un nombre d'unités maximum à donner par rapport à... Fait que ça c'est un problème avec... quand c'est un petit groupe de muscles ou vraiment un endroit localisé, ça fonctionne mieux. Mais sinon, c'est ça. Comme tu dis, Isabelle, c'est vraiment... Vraiment essai-erreur. Vraiment essai-erreur, là. Botox, ça peut être surprenant. Il y a beaucoup, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, il donnait quand même des bonnes quantités. C'était beaucoup d'injections. Mais il y en avait que ça marchait très bien, mais c'est vraiment essai-erreur. Puis souvent, les premières injections, comme j'ai dit quand j'ai parlé du Botox, des fois, les premiers traitements, ça ne sera pas efficace tout de suite.
Des fois, ça peut prendre 2 fois, une fois, 2 fois, puis au bout de 3 fois, là, si ça ne fonctionne pas, ben là, on dit, OK, là, ça ne marche pas. Là. Mais souvent, ça va fonctionner là, après, souvent plus au deuxième traitement, c'est-à-dire genre 3 mois après. Là, 3 mois le premier. C'est important de persister dans les traitements parce qu'effectivement, il y a un bénéfice là, à long terme de les faire, ces traitements-là, puis ça diminue beaucoup les contractures, donc vraiment les problèmes là, dans le futur là, de douleur et tout ça. Là. Il y a quelqu'un aussi qui parlait, qui demandait est-ce que c'est normal qu'au contact de l'eau froide, là, j'ai de la spasticité? Ben oui, effectivement. Tout ce qui entraîne un choc à notre système ou peu importe qu'est-ce que ça soit, là, ça peut être émotif aussi. Tu sais, j'ai dit tout ce qui déstabilise notre rythme de vie au quotidien, là, le stress, l'anxiété, la colère, n'importe quoi, tu sais, c'est quelque chose qui vient nous chercher à l'intérieur puis qui peut facilement augmenter là, la spasticité à ce moment-là. Donc, même ceux qui souffrent du phénomène du TOF, tu sais, qui vont être plus fragiles à la chaleur, puis que leurs symptômes en général vont être augmentés, bien, il se peut très bien que leur spasticité aussi soit augmentée là, de façon associée, là, tu sais. Puis, tu sais, quand Isabelle mentionnait, on y va graduellement. C'est sûr que je peux vous comprendre, là, quand vous avez de la spasticité, des fois, les gens se disent hey, je vais augmenter super vite, comme ça, j'en aurai plus de space. Mais si vous faites ça, vous allez avoir les jambes tellement molles que vous risquez de faire des chutes. Il faut vraiment être patient, y aller graduellement. Puis pourquoi on vous dit chaque patient est différent? Il y a des gens, ça va être 3 comprimés et demi, l'autre, ça va être 4 et demi. Il y en a que ça va être la combinaison de 2, de 3. Il y a une question par rapport à un médicament, on ne peut pas répondre parce que vous avez nommé le médicament. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que quand vous avez une médication à cesser par rapport à la spasticité, vous devez soit en parler à votre infirmière de clinique, soit à votre neurologue. Parce que nous, on n'a pas votre dossier, là, c'est qu'on ne peut pas vous répondre, là, la personne qui a posé la question par rapport à sa médication. Désolée. Puis, il faut peut-être aussi avoir des attentes réalistes par rapport au traitement qui est fait, tu sais, que ça soit, peu importe si c'est de la médication, le Botox, c'est comme pour la douleur, tu sais. Ce qui est visé, c'est obtenir la meilleure qualité de vie possible. Mais souvent, en douleur, là, même les spécialistes vont dire que quand on arrive là, à ce qui est juste un fond de douleur de 30%, on a déjà atteint un grand objectif, là. Tu sais, fait que c'est sûr que ça ne fait pas disparaître la médication, mais ça permet d'être fonctionnel puis d'avoir une bonne qualité de vie. Puis c'est ça qui est visé. Il ne faut pas penser que le tout va disparaître, mais il faut penser qu'est-ce qui va améliorer le plus possible notre qualité de vie. Là. Oui, puis je te dis dans la conférence aussi, tu sais, quand la spasticité, elle peut être utile. Si on vous rend les jambes trop molles, vous allez avoir de la misère à marcher. Il y a des gens que d'avoir un petit peu de spasticité, ça les aide justement à garder une certaine position de posture, puis là, ils sont capables de marcher soit avec leur bâton de marche, soit avec leur déambulateur, tandis que si vos jambes sont trop molles, c'est pas possible. Fait qu'il faut en garder un petit peu. Ça peut être utile, là. C'est dans les aspects positifs, c'est capable de. Ça donne un certain tonus, là. Fait qu'on ne peut pas tout éliminer, là. C'est vraiment essai-erreur, hein, c'est vraiment ça. Il y a quelqu'un qui demande une question par rapport aux cellules souches. Les cellules souches, ce n'est pas pour la spasticité, c'est pour la sclérose en plaques. C'est quand même embryonnaire. Il y a des super bons résultats. De Dr. Friedman à Ottawa, c'est celui qui en a fait le plus. Je pense que c'est prometteur. Éventuellement, on va probablement s'en aller plus vers ça. Mais au début, il y avait quand même des décès avec ça. Ça s'est perfectionné. Ça serait un peu long de vous parler de tout ça, mais je vous dirais que c'est un traitement qui est excessivement prometteur. Je vois dans le chat, il y a une dame qui parle de Nathalie, qui parle de son tapis roulant. Moi, le tapis roulant, j'ai déjà eu des. Je me suis déjà cassé dans un tapis roulant. Pas à cause que j'ai tombé, là c'était pas rose. Mais tapis roulant, c'est très bon, sauf qu'il faut voir, avez-vous assez de stabilité, d'équilibre. Puis aussi, le tapis roulant, il faut que vous soyez capable de répondre à l'entraînement du tapis. Là. Fait que des fois, ça peut arriver, les gens tombent sur un tapis roulant, puis ils peuvent se faire assez mal, là, je veux dire, tomber. Là. Mais si vous êtes encore capable, moi, je suggérerais peut-être plus prendre des marches. Mais ça dépend ce que vous faites sur le tapis roulant. Si vous courez, là, ça, c'est une autre chose. Mais tapis roulant, c'est bon.
Sauf qu'il il peut y avoir quelques petits bémols. Peut-être faire du vélo stationnaire, c'est comme ça vous êtes plus stable. Surtout si vous avez des espaces, des fois les vélos où on peut vraiment mettre le pied puis le pied restant. Moi, j'ai même des patients qui s'est demandé à leur conjointe de vraiment d'attacher les pieds pour pas qu'ils sortent. Puis à force d'en faire un petit peu, bien, ça avait quand même aidé. Là. Ça aide pour la musculature aussi. Là. Ça, c'est sûr, le tonus musculaire. Mais ce qui est très important, c'est les étirements le matin, là, 2 fois par semaine, 2 fois par jour, pour éviter là, faire des bons étirements le matin, là, partir la journée puis finir le soir aussi. Ouais. C'est une des grandes recommandations là, pour réduire la spasticité. Non, Isabelle a marqué quelque chose dans le clavardage. Je vais le lire parce que ce n'est pas tous les participants qui lisent le clavardage. Ouais. Si vous avez un pied tombant, c'est vrai que le tapis roulant peut être dangereux. Fait que ça serait peut-être à éviter. Oui. Il faut être stable. Pour utiliser un tapis roulant, il faut avoir une très bonne stabilité, une très bonne force musculaire. Ça comprend beaucoup de choses, le tapis roulant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pour l'instant, non, je ne crois pas. Puis je pense que du côté des patients, c'est vrai que nous, on offre de la médication, il y a du botox, il y a des choses qu'on essaie de faire, mais du côté des patients, il y a toujours une démarche personnelle qu'on peut faire pour ça. Comment apprendre dans des situations de stress à se relaxer, se permettre là, des pauses dans des périodes où vous sentez qu'il y a plus de tension ou tout ça. Là. Fait que, ça peut être intéressant d'explorer ce côté-là. Là. Je pense que Judith en a parlé aussi dans des qu'est-ce qu'on peut faire, là, mais la relaxation, la méditation, prendre le temps de prendre du temps pour soi. Là, donc, ça peut être très aidant aussi. Là, puis souvent, on peut voir qui provoque nos spasticité, qu'est-ce qui les améliore, qu'est-ce qui fait que j'en ai moins. Tu sais, veux pas au quotidien, si on enregistre les périodes où c'est plus difficile par rapport aux périodes où c'est plus facile, des fois, ça peut être très aidant là, pour savoir quoi faire là, aussi personnellement là, pour améliorer tout ça. Judith, il y avait une bonne question. Je pense que tu en as parlé au début, mais peut-être que la personne. Il dit pourquoi une atteinte neurologique crée plus une raideur que de la mollesse? Quand tu as des lésions au départ, quand tu as une poussée, ça va être plus de la faiblesse qu'il va y avoir dans le membre, mais à la longue, s'il n'y a pas de réparation, l'influx nerveux, l'électricité qu'il va y avoir dans les nerfs va se transmettre moins bien. S'il y a des obstacles, alors c'est ça qui va créer à un moment donné de la raideur et de la spasticité éventuellement. Quand il n'y a pas récupération complète, c'est ce qui va arriver habituellement. Okay. Je veux juste vous dire qu'il y a des personnes qui posent encore des questions personnelles par rapport à leurs médicaments. Malheureusement, on ne peut pas y répondre parce qu'on n'a pas vos dossiers. Fait qu'éthiquement, on ne peut pas répondre. Désolé. Fait peut-être vous adresser, vous avez une infirmière spécialisée, vous adressez à votre infirmière de clinique ou sinon votre neurologue. Puis si vous n'êtes pas suivi en clinique spécialisée, mais il y a toujours votre médecin de famille là, qui peut vous aider à ajuster la dose de médicaments. Mais juste peut-être parlant des doses de médicaments, puis ça va pour des fois d'autres traitements comme la dépression, les antidépresseurs. Ce qui est important, c'est quand on atteint la dose optimale, c'est vraiment de maintenir la dose optimale. C'est-à-dire de maintenir la dose sanguine dans le corps pour être sûr qu'on va avoir l'effet optimal. Fait que c'est de prendre un médicament, ça ne se prend pas comme du Tylenol, ces médicaments-là. Il faut vraiment trouver la dose optimale, puis il faut la maintenir avec le temps. Si ça peut répondre à la question un peu, sans parler de médicaments. C'est comme les antidépresseurs, il faut trouver la dose optimale, puis le médicament optimal, puis après maintenir la dose quotidienne pour être sûr que le taux sanguin est correct. Je ne sais pas si ça répond à la question, là, mais... Il y a une autre, une bonne question, je trouve aussi, c'est marqué je n'ai pas vu de données probantes sur les vitamines et la spasticité. Non, j'en ai pas. En fait, c'était une réponse à une question. La dame demandait, elle demandait s'il y avait certaines vitamines qui pouvaient aider pour la spasticité. Okay. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas de données probantes à ce sujet-là. Puis, il y a aussi quelqu'un qui a levé la main. Je ne sais pas si la personne a désiré
adresser sa question dans la boîte de clavardage parce que les volumes sont fermés pour les participants. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles veulent savoir si la conférence va être disponible. Elle va être disponible sur YouTube. Bon, Mathieu dit, j'ai une question. Comme Isabelle disait, est-ce que c'est possible de la taper? Parce que malheureusement, pour éviter la cacophonie, on ne peut pas vous donner de micro. Il y a de l'écho. Je vois une question ici qui marque dernière question. Spasticité n'égale pas toujours nouvelle poussée. Non. Non, pas toujours. C'est ça. Non, parce que comme on le disait, si vous faites une infection, il faut avoir plus de spasticité. Comme Nathalie disait, vous êtes stressé, contrarié, vous n'avez pas bien dormi, bien, ça peut que vous ayez plus de spasmes. C'est pas nécessairement une poussée. C'est compliqué des fois, par exemple, à faire la différence entre une spasticité qui est permanente, puis des fois l'apparition d'une nouvelle poussée, ou des fois, il faut attendre un petit peu, puis voir, c'est quoi, y a-t-il une infection en arrière, y a-t-il de la fièvre, y a-t-il du stress? Faut aller vérifier là aussi. Là. Puis il faut voir aussi, y a-t-il d'autres maladies, y a-t-il d'autres maladies, d'autres comorbidités, d'autres maladies qui peuvent provoquer des fois un peu de spasticité. Faut, des fois, c'est difficile à départager. C'est-tu une pseudo-poussée? C'est-tu de la spasticité? C'est-tu une nouvelle poussée? Des fois, c'est pas... faut vraiment questionner beaucoup. Puis des fois, ça peut arriver qu'on vous dise d'attendre un peu puis de faire un suivi avec soit l'infirmière ou soit le neurologue là, pour dire, bon, comment ça a évolué dans les deux, dans la journée, dans 2 jours. Tu sais, des fois, c'est pas toujours aussi précis. Oui. Puis quand tu disais des comorbidités, moi, c'est un excellent point parce que moi, j'avais 2 patients qui avaient et la sclérose en plaques et la paralysie cérébrale, puis leur spasticité ne venait pas de leur sclérose en plaques, elle venait de leur paralysie cérébrale. Là, la question, je pense que Mathieu demande spasticité, clonus. Le clonus, comme Judith l'explique, je vais le faire avec ma main souvent, parce que ça va être au niveau du pied. Puis dès qu'on touche le pied, des fois, ça va faire tac, 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 ça va vraiment bouger beaucoup. Tandis que la spasticité, ça va être une raideur. Le clonus, souvent, ce qu'on fait, c'est au niveau du membre. On va donner un coup comme ça, puis le clonus va complètement arrêter. C'est vraiment différent en clonus d'une spasticité. Ça fait partie de la spasticité, mais le clonus, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, quand on fait ça la première fois, c'est surprenant. Il y a une photo qui illustre ça, là, ce que tu viens de dire. Je pense que la question, c'était aussi peut-être quand on est au maximum d'un relaxant musculaire ou d'un antispasmodique, y a-t-il quelque chose à faire? Ben, on en a parlé un petit peu, peut-être voir avec le neurologue s'il y a possibilité d'ajouter une autre classe de médicaments pour agir en combinaison. Puis, si toutefois, ce n'est pas suffisant, ben, à ce moment-là, peut-être voir d'autres alternatives, là, comme on a parlé. C'est ça. Peut-être cette personne-là est candidate à une pompe avec la flocène. Il faut faire des tests. Puis on se rend compte souvent que l'ajustement de médicaments, et des fois, là, les gens, on sait qu'un certain dosage, même si vous augmentez, ça ne change rien. On l'a vu avec certaines classes de médicaments, il y a des patients qui prenaient 80 mg, augmentaient à 120, puis il y avait autant de spasmes. Quand on a atteint le seuil thérapeutique, puis ça ne fonctionne pas, comme Isabelle dit, il faut combiner la médication. Ça, on n'a pas le choix, là. Des fois aussi, il faut combiner avec de la physiothérapie, de la massothérapie, ça dépend. Il y a plusieurs choses qui peuvent fonctionner. Il y a des machines, là, comme j'ai mentionné dans la présentation, là. La machine vibratoire, des fois, ça peut aider. C'est tous des instruments qui peuvent aider, comme le TANS Machine, des choses comme ça. Le TANS, je sais que les centres de réadaptation en procurent des fois aux patients pour la spasticité. Que peut-être que ça, des fois, d'avoir une référence en réadaptation. Et des fois, là, je sais que Isabelle, tu travailles dans un centre de réadaptation. En avez-vous, vous autres, des TANS? Ben, en réalité,
pour être admis dans un centre de réadaptation, ça prend une détérioration récente avec un potentiel de récupération, ça prend un impact fonctionnel important. Il y a quand même beaucoup de critères d'admissibilité. Ouais. Il n'y a pas de location d'appareils ou de prêt d'appareils qui se font comme ça en externe. Lorsque la personne est prise en charge par l'équipe, parce qu'il n'y a pas de référence seulement non plus juste en physiothérapie, il faut que ça soit une équipe multidisciplinaire. Donc, à ce moment-là, bien, s'il y a lieu d'essayer de l'appareillage, bien, ils le font sur place. Puis, c'est sûr que si le TENS est efficace, ben, à ce moment-là, avec une prescription médicale, si la personne veut louer ou acheter l'appareil par la suite, ben, on peut passer les dépenses là, sur le rapport d'impôt. Mais je dirais que c'est rare que c'est si efficace que ça là, à long terme là, de se procurer un TENS. De mon expérience personnelle. Ce que j'ai oublié de dire aussi tantôt par rapport à la médication, c'est que votre pharmacien aussi peut vous aider. Hein? Des fois, là, changer votre façon de prendre vos médicaments, ça peut aider. Des fois, il y a du monde qui prend le matin, midi, soir. Des fois, là, il peut vous suggérer de fractionner vos doses, d'en prendre plus souvent. Fait que ça peut être un bon allié aussi, le pharmacien. Puis, tu sais, peut-être juste... C'est important d'en parler de tout ça à votre équipe en neuro, tout ça, parce que souvent, puis même des fois, c'est les conjoints qui nous parlent, là, que la qualité du sommeil est plus ou moins bonne parce que leur conjoint a des espaces. Fait que veut pas, on sait que ça l'impacte sur le sommeil, ça peut impacter sur la douleur, ça peut impacter sur la fatigabilité, ça peut impacter sur l'humeur. Fait que, tu sais, c'est pas à négliger, là. Fait que on a quand même... Il y a des alternatives, tout ça, puis l'important, c'est la discussion, puis veut pas entamer un processus de soulagement et d'amélioration là, pour la qualité de vie. Là. Je dis qu'il y avait une belle question. Les jambes faibles au début deviendront-elles de la spécificité à la longue et des spasmes ressemblent-ils à des crampes, exemple au mollet? C'est ce que j'ai décrit dans la présentation au départ. S'il y a des lésions quand il y a une poussée, si le parcours de l'influx nerveux qui se rend au muscle en question est, est bloqué ou altéré dans, au niveau là, au niveau de la stimulation là, électrique, et le muscle ne sera pas stimulé au début. Oui, au début, quand il y a une poussée, ça va être de la faiblesse. Puis à la longue, s'il n'y a pas réparation du nerf en question, ben oui, ou du parcours de l'influx nerveux, ben oui, ça va probablement se traduire en spasticité. Puis la spasticité, ça peut être traduit avec ça peut être des crampes, ça peut être du clonus, ça peut être de la raideur, ça peut être ça. À la longue. Quand tu n'as pas récupération complète, là, ça se traduit souvent par de la spasticité, malheureusement. La personne ici, il y en a une qui dit qu'elle a manqué les 15 premières minutes. Bien, juste vous dire que la présentation est enregistrée, puis elle va se retrouver sur YouTube. Fait que vous n'aurez rien manqué. Vous pouvez regarder les 15 premières minutes. Merci beaucoup, Judith. Ça a été vraiment. Merci à vous. Merci à vous, les girls. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que sinon, on va clore la soirée. Non, je vois qu'il y a beaucoup de merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir participé. C'est toujours le fun d'avoir des échanges avec des gens, même si on ne vous voit pas, mais c'est toujours intéressant. Fait que pour ceux et celles qui ont manqué le début, notre prochaine conférence, ça va être le 6 décembre. Puis il va y avoir vraiment un mélange de toutes sortes de choses. Là, on va répondre à plusieurs interrogations. Fait que je pense que ça va être probablement répondre à plusieurs de vos questions de ce soir-là. Merci tout le monde. Je vous remercie pour votre présence, même si on ne se voit pas. Alors, bonne soirée. Salut les filles. Bye bye. Bonsoir tout le monde. Bye bye.